get element by ID des parties en bas. Ça a un problème. Pourquoi? Parce que l'interpréteur ne connaît pas les éléments HTML qui sont au-dessus du code plutôt JavaScript. Donc, pour résoudre le problème, nous avons deux solutions. La première, c'est placer le code JavaScript en bas de page. Deuxième solution, si on veut garder en fait le code, l'appellation en haut, on veut utiliser ce qui existe en bas. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute la partie script, ou le code? Non, donc on load, c'est l'événement. Non, on load. Oui, on load, c'est entre parenthèses, pour un truc facile, chez moi. Donc la solution, on va la voir, on verra la solution à la suite. Donc la première solution, on classe le code JavaScript en bas. Ça marche. C'est pour ça que la plupart des frameworks, ils font l'externe. On a fait appeler le fichier JS toujours avec script. Bien sûr, on a ajouté le SRS, la source. Ça marche. Et en spécifiant après l'adresse du fichier JavaScript. Puisque nous avons le fichier dans le même répertoire, on a mis toujours directement alerte.js et le contenu du fichier ou avec alerte bonjour de JavaScript. Ça marche? Très bien. Donc, je pense que c'est clair cette partie. On a fait deux changements. Le premier changement, on a externalisé le code via un fichier externe. Le deuxième changement, on a placé l'appel en bas de page. Ça marche? Donc, est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, vous suivez avec nous la présentation. Monsieur, vous suivez avec nous la présentation. Très bien. Donc, très bien. Voilà. Ici, on a un petit code. Donc, on a fait une petite modification. Le H1 avant, c'était un message explicite. On fait H1 et puis bonjour, par exemple, une simple page HTML. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le H1, on a rajouté l'ID et bien sûr, via le script, donc et via le fichier HTML, on a rajouté le contenu qui sera affiché. La page, une petite ligne, c'est JavaScript. Vous voyez le JavaScript en bas de page? C'est bon? Je suis toujours sur ce point. Donc, il n'y a pas la synchronisation. Pardon, en fait, je suis avec vous. Ah, voilà, un retard vous avez un retard. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a deux modifications, c'est bon? Il faut se connecter, ça fait très bien. On a le PC en attendant. Donc, voilà, nous avons une page HTML, bien sûr. On a le H1 avant. Pour le H1, on a mis un message directement. Via le script, on a fait le get element by ID. On a rajouté le code qui sera affiché, le message qui sera affiché, l'emplacement H1. Et là, puisque l'appel de JavaScript il est en bas, on ne va pas avoir un problème. Par contre, si on veut placer l'appellation du script au début, avant le H1, ce sera un problème. Ça marche? Très bien. Voilà. Donc ici, pour la solution, on a deux approches. Donc soit on classe l'appel JavaScript en bas de page. Ça marche, la dernière ligne du code, juste avant body ou bien même après body. La deuxième solution, nous avons deux mots-clés. On a le mot-clé A5 et le mot-clé diffère. J'aimerais bien quelqu'un, déjà vous avez vu les deux mots-clés, A5 ou diffère, durant l'appellation le code JavaScript. Avec les personnes à distance, vous pouvez nous rejoindre les discussions. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un va nous expliquer la différence entre A5, diffère. La première solution, c'est le standard. Le script dit aucun attribut, ni A5 ni diffère. Ok, ça marche. C'est bon, c'est quoi la différence entre A5
diffère ou l'exécution tout court. Les gens qui ont déjà travaillé avec JavaScript, j'aimerais bien faire le rappel de sélectionner les notions que la plupart des développeurs ne savent pas. Ça marche. Donc, c'est pas grave, ça arrive, mais c'est très important. Voilà. Donc, voilà, l'explication, c'est quoi? Donc, c'est quoi le bleu, ou c'est quoi le rouge, ou c'est quoi le jaune? Donc, on a la partie, donc, la partie bleue, ça veut dire la partie bleue, il y a le traitement HTML. On a un code, on a plus qu'une page web, on a le code HTML, on a le code JavaScript, ou on a l'exécution de JavaScript. Donc, la première partie, on a le traitement HTML. On a par exemple on a le code HTML. À un certain moment, on a l'appel de la fonction JavaScript. Je can dire, on télécharge le JavaScript, on exécute le JavaScript, ça qui fait l'exécution, qui كيكمل. هذه ما حطينا حتى شي attribut. Si on met aucun attribut, ni asynchrone, ni diffère. C'est quoi le risque? Le risque durant l'exécution de JavaScript. Si par exemple, la partie JavaScript HTML sera un problème de l'interprétation de la page. Ça marche? Qu'est-ce qu'il fait asynchrone? On commence le traitement. Si on trouve un code JavaScript, il commence le téléchargement. Dès que le téléchargement de JavaScript se termine, automatiquement, HTML elle s'arrête. On commence l'exécution de JavaScript. Pour JavaScript, on a des fichiers, on télécharge les fichiers. En plus, on fait l'exécution des fichiers. On a toujours le problème. Si nous avons un code, par exemple, getElementById qui existe dans la deuxième partie de HTML, donc durant l'exécution, on ne va pas trouver la partie getByElement, l'ID ديالنا, ça marche. Donc, ce sera un problème. Par contre, diffère, quelqu'un va m'expliquer diffère, qu'est-ce qu'il fait. Donc, on télécharge la partie HTML, traitement de HTML. S'il a trouvé des fichiers JavaScript, il les télécharge. Téléchargement fini, c'est très bien. Il continue le traitement de la page jusqu'à la fin. Une fois la page terminée, le téléchargement de JS terminé, après, il commence l'exécution du JavaScript. Ça marche? C'est comme on place le JavaScript في التحت. C'est bon? Donc, بحال كيقرا le JavaScript كامل, le HTML كامل, il télécharge le JavaScript, enfin, il commence l'exécution de JavaScript. Donc, pour nous, il y a deux philosophies. Soit on va utiliser le diffère, le cours d'Iana, soit on va placer le JavaScript en bas de page. Ça marche? Donc, les deux approches. Donc, lorsque vous rencontrez diffère, c'est comme ce qu'on a fait là. Ça marche? Très bien. On a un petit exemple, l'exécution. J'ai mis un cadre en blanc sur asynchrone et diffère. Bien sûr, la modification côté code sera la même chose qu'un l'horaire avec asynchrone ou diffère. Ou bien sûr, l'interpréteur, il change en fait la façon dont il traite et dont il télécharge le JavaScript et l'exécution de JavaScript. Je pense que c'est compris. Ça marche. Jusqu'à maintenant, j'espère que la séance, bien sûr, un rappel en même temps. J'aimerais bien les notions de base, de les mémoriser, de les comprendre. Maintenant, les variables de la partie apparemment facile. Bien sûr, en JavaScript, une variable est un conteneur qui représente une valeur temporaire en mémoire, un nom, un type. Quelqu'un va nous expliquer la phrase. Donc, c'est quoi une variable, un langage de programmation en général? Très bien. Lorsqu'on dit une variable, c'est un emplacement dans la mémoire. La mémoire, il y a la RAM. Ça marche? Donc voilà. Donc lorsqu'on déclare une variable, on réserve l'espace mémoire. Après, lorsqu'on met des valeurs, automatiquement, on change la mémoire. Ou qui dit mémoire, qui dit RAM. Bien sûr, votre collègue dit que JavaScript, c'est un langage non typé, c'est ça, faiblement typé. Faiblement typé. Très bien, voilà. Ça veut dire faiblement typé.
Quelqu'un va m'expliquer c'est quoi faiblement typé? JavaScript, c'est un langage faiblement typé, or que TypeScript, c'est un langage fortement typé. Ou la Python, ou la PHP, ou la Java. Pourquoi? C'est quoi la différence entre faiblement typé? Python, c'est faiblement typé. Donc, la création, durant la déclaration d'une variable, on ne spécifie pas le type. C'est faiblement typé. Ou c'est quoi, en fait, les gens qui n'ont pas travaillé avec le TypeScript, il se peut l'après, si nous avons un peu du temps, on peut voir rapidement TypeScript. C'est quoi TypeScript? C'est le JavaScript avec les types. Ils ont rajouté la notion des types. Ça marche? Donc, très bien. Donc, c'est la seule différence. C'est pour ça le nom de TypeScript, c'est TypeScript. En fin de compte, on a un code rédigé avec TypeScript. Il y a la couche de compilation. Nous avons une couche de compilation où le code qu'on a rédigé avec TypeScript sera en JavaScript, il sera interprété. Ça marche? En fait, il est typé, qu'il est typé, en fait, il mesure les erreurs durant la programmation. JavaScript, parfois, on détecte les erreurs juste après l'interprétation. Or que TypeScript, durant le développement, on peut détecter parmi les forces pourquoi la plupart des personnes actuellement, des frameworks ou bien des bibliothèques, ils ont adopté le TypeScript. Ça marche. Mais la base, c'est JavaScript. Donc, dans un langage JavaScript, TypeScript, lorsqu'on écrit un code 100% JavaScript, automatiquement, c'est du TypeScript. Ça marche? Très bien. Donc, pour les types, on a différents. Donc, on a dit que c'est un langage faiblement typé. Ça veut dire, en déclarant une variable, je mets par exemple var ou bien let ou bien const, let non égale Ahmed. Entre crochets, bien sûr. Là, let âge égale 20, par exemple, 30. Automatiquement, l'interpréteur va comprendre que c'est une variable numérique, parce que la valeur, elle est numérique. Ça marche? Très bien. Donc, on a pour les types, on a différents types. On a des types basiques, à savoir string, number et boolean. String, ça veut dire chaîne de caractères. Number, ça veut dire les chiffres. Et boolean, ça veut dire vrai ou faux, true ou false. Nous avons d'autres comme objet, array, null and undefined. Ça marche? Donc là, voilà, comme nous avons mentionné, c'est une variable, c'est un conteneur d'information donc, qui porte un nom, possède une valeur et un type. Donc lorsque je mets par exemple, lorsque je déclare une variable let âge égale 30, le nom de la variable c'est âge, la valeur c'est 30 et le type c'est numérique. Parce que 30, donc l'interpréteur va comprendre comme quoi c'est des nombres. Ça marche? Il donne, lorsqu'on cherche le type de la variable, automatiquement, il va nous donner number. Ça marche? Bien sûr qu'il y a une variable, une référence à une adresse mémoire, parce qu'il est stocké de la mémoire, on a une adresse mémoire. Et bien sûr, puisque c'est un langage faiblement typé, donc une variable, ça veut dire variable, un truc qui change. On peut changer et la valeur et le type. Ça marche? On peut par exemple déclarer let A égale 30, après dire 30 égale bonjour. Ça marche? Donc ici, on a changé et la valeur et le type. Automatiquement, le type sera changé. Au lieu de number, va devenir string. C'est compris? Donc voilà. Bien sûr, il y a des restrictions durant le nommage des variables d'IAMA. Donc le nom devra être significatif, bien sûr. Parmi les qualités, les conventions de code, un code devra être, bien sûr, un nom significatif. Donc on dit A, B, C, D, sera mieux maintenant le nom étudiant, âge, employé, salaire, directeur, ça marche. Nom établissement. Aussi les noms, en fait, là, les espaces sont à éviter durant le nommage des variables. Aussi, donc, le nom d'une variable doit être obligatoirement commencé par une lettre, bien sûr, minuscule ou majuscule, avec des dollars ou bien un underscore. Donc, je pense si on a commencé avec un chiffre, ça a une erreur. Par contre, il peut contenir
des chiffres, des numéros. Voilà, nous avons, puisque elle est sensible à la casse, il y a une différence entre majuscule et minuscule. Ou bien sûr, devra être donc une variable devra être différente. Les mots réservés en JavaScript. Une table contient les mots réservés. Les mots qui ont une étoile sont en fait venant d'être rajoutés dans le ECMAScript. À partir de 2015, ils ont rajouté les mots-clés. Il y a une étoile devant le nom d'Irlande. Ça marche? Très bien. Donc, bien sûr, pour n'importe quel langage de programmation, la première question qu'on devra poser, c'est les commentaires. Donc, en écrivant le code, automatiquement, on va écrire un commentaire. Donc, en JavaScript, nous avons deux parties du commentaire. Soit nous avons un commentaire sur une seule ligne, ou un commentaire sur plusieurs lignes. Ça marche? De slash ou bien slash étoile, commentaire, étoile, slash. Ou bien sur un petit rappel HTML, CSS. Voilà le HTML, CSS. Donc, on a la déclaration d'une variable. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions, vous avez des remarques par rapport à ce que nous venons de voir? Donc, très bien. Donc, on a pour créer une variable, donc on utilise deux instructions, let et const. Vous retrouvez aussi var. Donc, j'aimerais bien savoir, donc durant le S1, vous utilisez aussi var ou là, vous avez abandonné le var, le mot-clé var, var. Et actuellement, la nouvelle version JavaScript, voilà, vous utilisez let et const. Parce que var a un petit souci, tiens, je vois après c'est quoi le problème, de pourquoi ils ont abandonné le var. On va voir après. Mais actuellement, pour le cours demain, on va utiliser let et const. Ça marche? Let pour définir une variable, const pour les constants. Ça marche? Donc, let, par exemple, mon âge égale 23, mon âge égale 24. Ici, j'ai changé la valeur. Bien sûr, const, ma nationalité marocaine. Donc, puisque constant, je ne peux pas modifier la valeur des constants. Voilà. Autre chose, les points-virgules. Les points-virgules avant en JavaScript, c'était obligatoire, comme Java, comme notre langage de programmation. Mais actuellement, donc les points-virgules sont abandonnés. Vous avez le choix de les mettre à la fin de chaque instruction, chaque ligne. Comme vous pouvez les mettre, quand vous ne pouvez pas les mettre. Ça marche? Sauf le cours, parfois, je l'ai mis, parfois, je ne le mets pas. Ça marche? Donc, actuellement, sont optionnels les points-virgules. Très bien. Donc, on a envoyé des messages dans la console. Donc, on a déclaration d'une variable avec let, la valeur est changeable. Donc, en fait, on a la même chose. Et qu'est-ce qu'on a mis pour qu'on puisse afficher? On a déclaré au départ que des variables. Par contre, maintenant, on veut les afficher. Donc, soit on va les afficher le contenu de la page, sinon la console. Donc, pour les afficher la console, bien sûr, cadre console.log, et puis la variable, le message, le texte avec les variables. Je pense que c'est clair. Voilà le résultat juste à côté du code. Voilà, pour console, nous avons différents types de les messages. Nous avons log, info, warn, error. Ça marche? À côté, vous détectez la différence. Donc, pour log, c'est pour en fait avoir en fait, un message, pour tracer. Info, pour avoir une information. Warn, s'il y a en fait un warning, un truc n'est pas une erreur, mais un truc qui peut causer et faire attention. Or que erreur, lorsqu'on met console error, ça veut dire normalement c'est une erreur. Ça marche. Un truc à corriger ou là, un truc qui ne devra pas être les consoles. On peut mettre que les logs, mais parfois pour faciliter la lecture de la console, des logs, on rajoute les différents types de la console. Ça marche? Voilà. On a affiché une alerte. Bien sûr, comme nous avons vu au début de cours, on a alerte
avec un message va nous permettre d'afficher une alerte la page. C'est quoi la différence entre alerte et prompt? C'est quoi la différence entre alerte et prompt? Donc les deux affichent un message. Or que prompt, ce qu'il va nous rajouter la possibilité d'ajouter un texte. Parfois, par exemple, on peut mettre directement alerte entre parenthèses un message. Par contre, prompt, si on veut récupérer la valeur de ce qu'on veut rédiger sur le message, quand dire par exemple let résultat égale prompt quelque chose, ça marche. Donc nous avons et le message et aussi on peut récupérer ce que l'utilisateur a mis sur le navigateur. Très bien. Bien sûr, comme nous avons mentionné, on a trois types basiques. D'autres types de variables, on a numérique, string, boolean, je pense que c'est déjà compris. Numérique reflète un chiffre, string, une chaîne de caractères, boolean, true, false. Nous avons d'autres types, à savoir objet, array. Nous avons obtenu des valeurs spéciales, c'est nul ou undefined. Ça marche? Ou si par exemple nous avons dans un code, on veut savoir le type de la variable, on met type of, la fonction type of. Donc la fonction type of, entre parenthèses, la variable, ça va nous donner le type de la variable. Ça marche? Très bien. On a le cours d'Yanna. L'exemple, nous avons déclaré trois variables avec let. La première variable, c'est numérique, c'est 23. La deuxième variable, c'est marocain. Troisième variable, c'est false. C'est bon? Donc, il faut faire attention, false, il est minuscule. True et false avec F et T minuscule. Ou sans double côté. Ça marche? Double côté. Voilà. Là, pour le type number, nous avons des opérateurs, à savoir, on peut effectuer la somme, soustraction, multiplication, division, incrémentation, le modulo, et j'en passe. On a beaucoup de conversions implicites. Par exemple, si on avait mis 2 fois 3 dans 6, donc on fait la conversion implicite. Or que dans d'autres langages de programmation, ça va peuvent causer des problèmes. En plus de numérique, on a le type qui s'appelle le big int. Ça marche. Donc, pour mettre que le chiffre est un big int, on ajoute le petit n à côté de la valeur. Et si vous avez vu à droite en bas, on a déclaré lettre numérique et lettre numérique 2. Ça marche. La première variable avec 99 ou la deuxième variable avec 99 n. Ça marche. Le n, signifie que c'est le big int. Ça marche. Or que le number, on a le max. Le max, c'est pour savoir le max, on fait number.max safe integer. Donc, on a le chiffre max qu'un nombre peut supporter. Ça marche. Au-delà de ce chiffre, on tombe vers le big int. Ça marche. Très bien. Il y a beaucoup de choses. Le NaN. Le NaN, ça veut dire not a number. Ça marche parfois durant en fait, l'exécution d'une variable ou un code. On peut tester est-ce que c'est un nombre ou pas un nombre. Quand if NaN, not a number. Ça marche pour s'assurer que la chaîne contient que des nombres. Ça marche. Ou que la valeur de la variable contient que des nombres. Voilà, pour plus de détails, j'ai partagé avec vous le lien de Mozilla, développeurmozilla.org. Bien sûr, il y a juste un petit rappel. Je sélectionnais que les parties importantes de cours d'Yanna pour suivre le module Vue.js. Voilà. On a le type string, c'est la même chose. On a déclaré différentes variables de type string. Donc, par exemple, nickname, Sparky ou Sparks. Donc, la valeur. Et puis, on a un substring 0 jusqu'à nickname index of. En tous les cas, je ne vais pas expliquer l'ensemble des fonctions. Length,
pour détecter la longueur d'une chaîne de caractères. Voilà. Il y a la fonction char-at, len, il y a la concaténation. Donc, on peut effectuer la concaténation des chaînes de caractères via l'opérateur plus. Voilà, autre chose, les types des variables, toujours dans string. Donc, il y a quelques codes avec le résultat dans les commentaires. Par exemple, on a déclaré une variable count avec la valeur 10. Ça marche. Donc, et puis, donc, string count. Donc, on a fait donc string des count. On a effectué une concaténation entre, entre count et 10, et plutôt entre 10 et une chaîne de caractères. Donc, c'est quoi le résultat? C'est comme on va faire un changement un transtypage, un changement de type. Ça marche? Donc, on a quand le count, il est numérique. Maintenant, on va changer count en chaîne de caractères. Vous avez compris la partie? Donc, la troisième ligne, quelqu'un va nous expliquer quelque chose dans la troisième partie. Qu'est-ce qu'on a fait la troisième ligne? On a déclaré une variable puppy count égale count plus puppies. Ça marche. On a effectué que la concaténation entre 10 et puppy. Ça marche. La même chose pour parse int. Parse int, ça veut dire on a une chaîne de caractères. Il va sélectionner que la partie numérique. Le code YAML. Ça marche. On a une autre méthode parse float. On a parse float, il cherche I am a number. Donc, on a qui recommence un number, ما لقاش un chiffre parse float. Ça marche. On n'arrive pas à changer le float. Voilà. On a d'autres exemples. Donc, c'est la suite. On a pour faire en fait. Là, on considère une chaîne de caractères, c'est comme un tableau avec des caractères. C'est pour ça qu'on a mis des puppy count entre crochets 0. Donc, il va détecter en fait la première lettre. La première lettre, on a 10 puppies. Ça marche. Voilà. On a la même chose pour booléen. Donc, on a pour le booléen, on a une valeur true, une valeur false. Ça marche. Je nomme les valeurs fausses. Les valeurs fausses. Well false, 0, 0.0, not a number, le vide, nul, undefined. Le reste, c'est true. Il donne مثلا une variable, par exemple 1 ou il donne un test, sans les éléments, automatiquement, c'est true. C'est bon? Donc, valeur vraie, c'est true, et toutes les valeurs, les autres valeurs. Ça fait, c'est compris. Donc false ou false, 0, 0.0, not a number. هذاك تما كاينش اسباس تما الا درنا اسباس غيولي ترو تما سي لو فيد double quote vide كاين null undefined. كاين la conversion explicite d'une variable en booléen. Soit on met la fonction en fait le code booléen avec entre parenthèses la variable. Sinon كنديروا هذاك deux points d'exclamation, automatiquement, on va changer le code en booléen. Ou bien sûr, plus d'informations à la documentation. Bien sûr, il y a d'autres objets comme les objets maths. Si on veut par exemple effectuer des calculs mathématiques, par exemple le square, l'ABC, les valeurs absolues, les racines, voilà. Le pi, l'exponentiel. Donc, j'ai partagé aussi le détail, le lien. Les types de variables, bien sûr, qu'on trouve en plus de number, string et booléen, nous avons aussi l'objet. Ça marche, le type object.
Donc, avant, les autres variables, une variable va accueillir une seule valeur. Ça marche. Par contre, un objet, au lieu d'avoir une seule valeur, on peut avoir différentes valeurs. C'est bon? Par exemple, on a déclaré l'objet avec le nom premier objet. Donc, pour déclarer un objet, qu'est-ce qu'on fait? Égal avec accolade ouvrante et fermante, et puis quand des mots-clés, deux points la valeur. Ça marche? Par exemple, je sont des propriétés. Propriété 1 égale valeur 1, propriété 2, 2 points valeur 2. Bien sûr, entre les propriétés, nous avons des virgules. Ou bien sûr, la dernière, on ne fait pas la virgule. Ça marche? Donc, comme un exemple, au lieu de déclarer beaucoup de variables, le nom d'étudiant, prénom d'étudiant, téléphone étudiant, on va créer un objet étudiant égal accolade ouvrante, accolade fermante. On spécifie le nom, le prénom et l'âge. Ça marche? La partie, ça va nous servir beaucoup le modèle BioGS. On va travailler beaucoup avec les objets. Ça marche? Autre chose, voilà. Non, en fait, pour créer un objet, on fait étudiant égal accolade avec les propriétés. Pour bien sûr ajouter une propriété, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on veut rajouter l'âge qui n'existe pas dans l'objet. On met l'objet .âge égale la valeur. Ça marche. On peut aussi consulter ou bien récupérer la valeur de la propriété. On fait le nom de l'objet .propriété. Ça marche. Donc pour l'exemple étudiant.âge égale 22, cette propriété existe déjà. Donc on va changer que la valeur. Si elle n'existe pas, il va le rajouter à la fin. Ça marche. Je pense que c'est jusqu'à maintenant c'est clair. J'allais un petit peu vite, mais c'est juste un petit rappel. Nous avons vu les types string, number, boolean, objet. Maintenant, nous avons aussi les tableaux. Les tableaux aussi sont des variables qui vont contenir beaucoup de valeurs, beaucoup d'éléments. Donc, l'écriture, donc avant les tableaux, on met let, par exemple, le nom de l'objet égale accolade. Et puis, on met un mot-clé avec deux points la valeur virgule. Par contre, les tableaux, on met directement les valeurs. Ça marche? Égal crochet avec les valeurs. Là, bien sûr, pour les valeurs, ce n'est pas comme là, puisque n'est faiblement typé, les tableaux peuvent accueillir beaucoup de différents types. On peut avoir le premier élément 5, c'est numérique, 7, il est numérique, non, c'est string, et puis le true, c'est boolean. Donc nous avons un tableau. Le tableau, mon tableau, contient 4 éléments et chaque élément un type. Ça marche? On peut même rajouter un objet dans le tableau. On peut ajouter un tableau qui contient des tableaux. C'est bon, c'est bon. Là, pour le cours, on n'a fait que les types simples. Voilà. Pour bien sûr avoir la taille ou le nombre d'éléments du tableau, qu'indiro tableau.length, la méthode length, ça marche. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 éléments. Aussi, donc, pour avoir les valeurs de chaque élément, on met le nom du tableau entre crochets, l'indice de l'élément. Bien sûr, on commence par 0 et on termine par l'inf moins 1. Ça marche? Supposons un tableau contient 4 éléments. Alors, la dernière valeur, il y a 3. 0, 1, 2, 3. Ça marche? Et 4 est une erreur. Voilà, on a push et pop. Donc push pour rajouter un élément à la fin, ou push bien sûr pour supprimer le dernier élément. Voilà, un type de variable tableau. Donc toujours les tableaux. En fait, on trouve des fonctions comme concat, join, pop, push. On ne va pas rentrer les détails, bien sûr. Je partage comme le cours. Un lien contient le cours, le développeur Mozilla. Voilà, on a un traitement, on a une chaîne de caractères. On a fait un split via espace, via la fonction split. Donc, il va traduire la chaîne de caractères, le tableau. Après, on a le reverse. On a inversé l'ordre. C'est juste un cas pratique de l'utilisation, de transformer
les chaînes de caractères en tableau. Bien sûr, on a l'explication en dessus du code. Autre chose, voilà. Maintenant, on a fait le number, string, boolean, object et array. Maintenant, on va voir c'est quoi la différence entre undefined et nul, null, nul. C'est quoi la différence entre nul et undefined? Nul, undefined. Oui, non, oui, 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 notre réponse. Voilà. Donc, en fait, les deux, quand vous approchez un petit peu la réponse, je fais le code. Regardez le code dans le cours. Donc, on a défini deux variables, FO et base. Ça marche. Donc, le nul, on affecte la valeur nulle. Les deux cas, on a la variable existe, il existe. Or que nul, on affecte la valeur nulle. Undefined, avec la variable n'a pas de valeur. باقي ما عندهاش la valeur. بحال درنا let base tout court sans affecter une valeur. Donc ملي كتعطينا undefined يعني عندنا une partie في le code ما عندوش une valeur. Ça marche. Par contre nul, ouais, il existe وعنده une valeur وهذيك la valeur il est nul. Ça marche. Voilà, j'ai partagé deux liens, un lien pour undefined ou un lien pour nul. Si vous voulez savoir beaucoup d'informations, il y a les deux types. Les structures de contrôle. En fait, il y a une petite pause, non? Je ne sais pas comment ça se passe. Normalement, on va terminer à 20 heures. Je sais pas, il y a une pause. Les brétos. Donc, les structures de contrôle. Les structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle. Les structures de contrôle, je n'ai pas normalement. Pour les structures de contrôle. Maintenant, on va passer les structures de contrôle. Maintenant, les tests, nous avons les conditions et les boucles. Ça marche? Très bien. Donc, maintenant, pour les tests, on peut utiliser les if else pour effectuer les tests. Qui dit if avec condition. Le else, ça veut dire sinon. Donc, je sais que vous, donc sans rentrer dans les détails de les parties, vous maîtrisez déjà les parties, les conditions. C'est juste un petit rappel. Donc, un exemple de l'âge. 18, vous êtes majeur, sinon vous êtes mineur. Donc, on a le else if, donc on peut rajouter, si nous avons différentes conditions, deuxième condition, pour la mettre dans le code, on a la première kind of if, la deuxième condition, else if, et puis le else. Je pense que c'est clair. On met les variables avec les opérateurs. Voilà, switch case. Donc, quelqu'un peut nous expliquer un petit peu c'est quoi le switch case? Très bien, oui. On peut faire la même chose via if else, if else, if else, if else. C'est pour faciliter un petit peu le. Oui, donc voilà, l'avantage c'est que le switch case, il n'existe pas que dans le. Il existe dans d'autres langages de programmation. Bien sûr, c'est presque la même chose comme C ou bien en Java. Voilà, on a un petit exemple de l'erreur, par exemple, dans un navigateur. Si nous retrouvons dans une erreur, HTTP error, s'il est 404, bus request forbidden pour 403, other error pour default. À la fin, on ajoute le default. Voilà, donc les opérateurs logiques, je pense, c'est simple. Inférieur, supérieur, égal. Ça marche. And, or, ça marche.
Donc, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre égal, égal, et 3 égal, et 3, 2 égales et 3 égales. Oui, très bien. Et les deux égales, c'est on teste que la valeur. Or que 3, on définit, on vérifie aussi le type. Très bien, voilà. Donc, les boucles, donc, comme les autres langages de programmation, on utilise for. C'est comme le C, donc on fait une variable avec le début, et puis la fin, et puis le pas. Ça marche? Donc, je pense que je passe rapidement pour le boucle for, c'est bon? While, ça la même chose. Donc, là, on aura besoin d'une condition. Et autre chose, les instructions break et continue existent et fonctionnent comme les autres. Donc, pour break et continue, c'est qu'on utilise souvent les boucles. Donc, c'est quoi break? C'est quoi continue? Oui. Ça va que zapper la condition en cours. L'étape, la condition, ça marche. Qu'est-ce qu'on appelle, comment on dirait, l'itération en cours, exactement. Or que break, on passe à l'instruction après la boucle. Oui. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme mentionné votre collègue? Bien sûr, avec les mots-clés, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, selon le code qu'on écrit, voilà, nous avons beaucoup de possibilités. On l'utilise souvent avec, en fait, durant les boucles. Pour les fonctions, on va bien sûr, on va s'arrêter un petit peu à la partie des fonctions. Voilà. Bien sûr, jusqu'à maintenant, à la journée, on a fait beaucoup de fonctions, à savoir alerte et prompt sont des fonctions. Le but de cette section, de cette partie, c'est de répondre à la question comment peut-on en fait définir nos propres fonctions. Ça marche? Comment peut-on définir nos propres fonctions? Donc, c'est simple, pour définir une fonction JavaScript ou bien n'importe quel langage de programmation, il y a deux parties. La première, c'est définir la fonction, la définition de la fonction. Ou la deuxième partie, c'est l'appel de la fonction. Ça marche? Donc, pour définir la fonction, donc, il faut donner un nom à la fonction, préciser les paramètres, définir l'ensemble des instructions que la fonction va traiter et exécuter, et puis définir le résultat attendu de la fonction. Et pour définir et pour appeler la fonction, donc on va juste spécifier le nom avec les arguments. Donc, est-ce que vous avez compris? Quelqu'un peut nous réexpliquer de la partie? Donc, pour créer une fonction, nous avons des étapes. Pour déclarer une fonction. Donc, on donne un nom. Quelqu'un a un exemple. Par exemple, pour déclarer une fonction JavaScript, on met le mot-clé function. Qui va? OK, ça marche. Donc, function, addition, le nom addition. Les paramètres, par exemple, A et B, par exemple. Et puis, après, on fait le traitement de la somme. Et puis, on donne une valeur à la fonction. On va faire un routeur. Ça marche? Donc, on a une question. Très bien. C'est quoi la différence d'une fonction avec routeur et une fonction sans routeur? Bien sûr, vous développez déjà avec différents langages de programmation. Parfois, vous mettez les routeurs, parfois, vous ne mettez pas. Pour la plupart des étudiants, surtout les gens débutants, la question pourquoi on met le routeur, pourquoi on ne met pas le routeur. Donc, la différence entre une fonction avec routeur ou une fonction sans routeur. On va rentrer un petit peu dans la philosophie de JavaScript, mais c'est une simple question. Donc, si par exemple nous avons deux fonctions avec routeur et sans routeur, c'est quoi la différence?
On va s'attendre à quelque chose. Ou la même chose avec son route. Toujours, lorsqu'on traite les instructions qui existent dans la fonction, on attend quelque chose. Soit afficher un message, soit exiter quelque chose. Donc voilà, la structure d'une fonction en général, comme vous avez dit, comme l'addition, le nom, function, les paramètres. Voilà, on peut avoir des instructions. Donc la valeur des fonctions, avant ma les fonctions. Donc avec l'arrivée des fonctions, c'est juste pour en fait, en fait, organiser le code et pour la réutilisation du code. Donc parfois on trouve, par exemple, l'affichage d'une alerte, effectue la somme, on peut regrouper l'ensemble des instructions dans une méthode. Très bien. Donc le but, c'est juste avant, c'était de regrouper le code. Donc, dans une fonction, nous avons des instructions. Le but, en appelant la fonction, en exécutant des instructions. Très bien. Mais après, il se peut, nous avons des lignes de code et à la fin, nous avons return. Donc, nous avons deux fonctions, fonction 1, fonction 2. On a le même code. Par contre, la première avec 10 lignes, la deuxième avec 11 lignes, l'onzième code avec return. Donc, il faut retenir ça. Le return, il ajoute une valeur à la fonction. C'est comme une variable, je mets par exemple let non égale à 5. Donc la fonction function, par exemple, somme égale le résultat du routeur. Pour sentir, donc lorsqu'on met par exemple console.log, entre parenthèses, le nom de la fonction avec le résultat, par exemple, nous avons deux fonctions, somme 1, somme 2. Somme 1 égale AB, return A plus B. Deuxième fonction, somme 2 AB, alerte console.log, entre parenthèses, A plus B. C'est quoi la différence? Lorsqu'on veut afficher la valeur de la somme, la première, il va nous donner la valeur du routeur. La deuxième, il va nous donner, je pense, soit undefined, soit nul. Ça marche, vous avez compris? On va associer une valeur, une fonction. Si nous avons un routeur, son routeur qui est une fonction qui exécute que des instructions, sans avoir une valeur. C'est comme nous avons mis let non point final. Ça marche, j'aimerais bien que vous sentiez ça, sinon on va passer un petit peu la pratique pour voir ça. Donc à la fin, la question très importante est la plupart des questions, pourquoi on va rajouter les returns, pourquoi non. Quand on rajoute les returns et quand non. Donc lorsqu'on veut que notre fonction va avoir une valeur, on met le return. Sinon, on laisse que la fonction va exécuter que les instructions. Très bien. Par exemple, dans la page, nous avons la fonction non-fonction, instruction 1, 2, 3 jusqu'à n, et return résultat. Si nous n'avons pas return résultat, la fonction va exécuter que les instructions. Donc après, si par exemple, je veux afficher la valeur de non-fonction, comme résultat, il va me donner la valeur du résultat. Ça marche? Très bien. J'ai beaucoup parlé l'après-midi. Donc, on va syntaxe. On donne un petit exemple d'une fonction qui affiche que bonjour. On a la fonction bonjour, entre parenthèses, console.log, bonjour les fonctions. Ça marche. Après, on a bonjour, entre parenthèses. Maintenant, si on a mis console.log, entre parenthèses, bonjour, entre parenthèses, il va nous donner, je pense, soit undefined, soit nul. Ça marche. Ou là, on a apparemment fonction bonjour, entre parenthèses, on a console.log, bonjour les fonctions. Ou à la fin, on a return 5. Et là, on a log.console, entre parenthèses, bonjour, il va nous donner 5. Ça marche. On a une fonction sans valeur. Lorsqu'on met le return, il va associer une valeur à la fonction. Je pense que vous avez compris la partie. La partie est très importante dans la suite. Bien sûr, on peut avoir une fonction avec paramètres, sans paramètres. Une partie qui est très importante, la différence entre les paramètres et les arguments. La question souvent s'applique à n'importe quel langage de programmation. À chaque fois, on fait les confusions entre les paramètres et les arguments.
C'est quoi la différence entre paramètres et arguments? Donc, les paramètres qui conduiront la création de la méthode, de la fonction, ou les arguments durant l'appel, ça marche? Donc, les paramètres durant la création, ou les arguments durant l'appel. Ça fait, c'est bon. On a des mots techniques qu'on utilise souvent, parfois on mélange. Donc, pour préciser un petit peu juste le jargon, ça va appliquer n'importe quel langage de programmation. Bien sûr, on peut avoir des fonctions avec paramètres, sans paramètres. Parfois, on peut avoir avec des paramètres facultatifs. Ça veut dire paramètre, on a une fonction, par exemple, une fonction avec paramètre, on a un nom. Si on appelle la fonction avec deux paramètres, avec deux parenthèses sans argument, on va avoir une erreur durant l'interprétation. Pour rendre l'argument optionnel, qu'est-ce qu'on fait? On fait par exemple le paramètre égale une valeur par défaut. Si le développeur a mentionné une valeur pour les arguments, c'est bon. Sinon, c'est la valeur par défaut. Ça marche? Donc, on parle des fonctions avec des paramètres facultatifs. Très bien. Bien sûr, on peut avoir des fonctions avec return, sans return. Voilà. Là, on peut avoir des variables globales et des variables locales. Voilà. C'est quoi la différence entre variable globale et locale? Voilà. Et globale? Voilà. Local, c'est les variables qu'on déclare dans un bloc, par exemple, une fonction, et global qu'on a en dehors de la fonction. Ça marche? Donc, parfois, je mets une variable qui s'appelle var a égale 5. Dans la fonction, je mets même le nom, var a égale à 2. Ça marche? Donc, il y a une différence d'interprétation. Donc, c'est une variable globale qui est lisible en dehors de la fonction, or que le a dans la fonction, il est lisible que dans le bloc, la fonction. Le problème de var, il ne fait pas la différence entre variable locale et variable locale. Donc, avec le problème, ils ont abandonné le mot-clé var. Donc, il met toujours des erreurs de confusion entre les variables globales, variables locales. Parfois, on attend la valeur d'une variable locale, il nous affiche la variable globale et vice-versa. Donc, pour éviter le problème avec le var, le mot-clé var, c'est pour ça, en fait, on n'utilise que let pour déclarer les variables et const pour les constants. Ça marche? Donc, var, ce n'est pas une erreur si vous avez utilisé le code, mais j'aimerais bien d'abandonner le mot-clé, d'utiliser dorénavant que le let. Ça marche? Let avec le nom de variable. Donc, on a juste un petit récapitulatif. Donc, fonction avec paramètres sans routeur, avec paramètres et avec return, donc la combinaison. Et voilà, ici, j'aimerais bien voir la partie. On a passé un petit peu, on a dépassé la partie standard. Maintenant, il reste 3 slides. Partie avancée du JavaScript. Ça marche. Donc, nous avons la fonction hello, par exemple. Il va retourner hello. Ça marche. Et puis, j'ai déclaré deux variables, la variable x et la variable y. Alors, j'aimerais bien de m'expliquer c'est quoi la différence entre x et y. Et cette l'écriture, parce que cette écriture, on va la retrouver toujours les frameworks, les bibliothèques. Donc, lorsqu'on met x, c'est quoi la différence entre x et le y? On a mis let x égale hello avec deux parenthèses. Et on a mis let y avec hello. Bien sûr, si on a mis ça avec Java, ça va être un problème, ou bien PHP, ou bien Python. Par contre, JavaScript, il autorise cette partie. Donc, c'est quoi la différence entre le X et le Y? Oui, ou pour le X, voilà, X, quand on a la valeur de l'auteur. Ça marche. Donc, la valeur, il y a le rotor, il y a X. Par contre, Y, quand on a Y égale la fonction sans parenthèse, c'est comme soit après il le code, si vous avez consulté les consoles,
on a mis log x, ça va nous donner la valeur hello. Log y, si on regarde la console, il va nous donner la fonction. C'est comme y va devenir une fonction. On ne peut même pas mettre y entre parenthèses. C'est comme on a mis hello entre parenthèses. Donc y va devenir aussi une fonction. Donc c'est comme, il va pointer sur l'adresse mémoire, il va rester, donc y égale hello. Donc, soit on peut, c'est comme on va rajouter l'alias, le hello. Donc, soit on va appeler la fonction avec hello, ou bien on peut appeler la fonction avec y. Ça marche? Donc, parfois, le cours on va retrouver notre cours comme quoi on met y égale le nom de la fonction sans parenthèse. Pourquoi il n'y a pas d'erreur? Donc, la réponse, comme quoi avec la variable, il pointe là, sur la fonction. Ça marche? C'est compris? Très bien. Dans le premier cas, donc un petit peu bizarre, surtout si vous développez avec d'autres langages de programmation. Ça paraît un petit peu bizarre. Là, en fait, juste un petit rappel, c'est quoi ECMAScript? On a discuté un petit peu sur ECMAScript. C'est un standard, c'est une association dans le but de standardiser le langage JavaScript. Le ECMAScript 6, c'est à partir de 2015. Donc là, pour ECMAScript 6, donc on va commencer par deux parties, les fonctions anonymes et les fonctions fléchées. Ça marche? On a comme un petit exemple qui va expliquer c'est quoi une fonction anonyme, c'est quoi une fonction fléchée, ou comment on va retrouver les deux, parce que surtout les fonctions anonymes, notre premier exemple Vue.js, on va le mettre avec les fonctions anonymes. Ça marche? Donc, la partie très importante. Donc, au départ, le premier exemple, on a déclaré une fonction normale. Une fonction avec le nom somme1. Bien sûr, il a deux paramètres et qui va retourner la somme dès les deux paramètres. Ça marche? Donc, voilà. Un deuxième exemple. Pour faire donc, le premier exemple, somme1, une fonction normale. Somme2, c'est une fonction anonyme. Donc, si vous remarquez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait const ou la lettre de ma const somme2 égale function, parenthèse directement, sans avoir un nom. C'est bon? Ou je faut en fait, à la fin, la console, deuxième ligne de console, on peut considérer somme2 comme une fonction. C'est comme on a mis function somme2 entre parenthèses. C'est bon? Donc, c'est une fonction anonyme. On peut dire fonction directement sans avoir un nom. Le nom de la somme2. Très bien. Avec le premier cas pour retrouver les fonctions anonymes. Deuxième cas, supposons nous avons un objet. Un objet, par exemple, obj. Bien sûr, dans un objet, on peut avoir des propriétés. Au départ de notre propriété, deux points test, c'est une valeur. Et puis, on a fait somme3, deux points function. C'est comme le deuxième, c'est comme somme2, sauf qu'on a deux points. Parce que c'est des propriétés de l'objet, ou la propriété d'objet, on a affecté comme valeur la fonction anonyme. On a fait somme3 de points function des paramètres et puis le contenu de la fonction. Il faut regarder somme4. Somme4, on a supprimé avec les deux points function. C'est comme on a fait une abréviation. On a simplifié l'écriture. Donc somme3, somme4, c'est la même écriture, sauf que somme4, il est bien réduite. C'est bon? Donc, souvent, dans le cours Vue.js, on va se retrouver souvent avec somme4. Vous trouvez de code avec somme4, des fonctions comme somme4 avec un objet dedans, en fait, qui englobe les fonctions. C'est juste faire de l'écriture. Ça marche? Très bien. Donc, voilà. Donc, le dernier slide pour les fonctions, on a les fonctions fléchées. Donc, nous avons les fonctions anonymes, les fonctions fléchées. Donc, voilà. Les fonctions fléchées aussi sont proposées par ECMAScript. Le but principal, c'est pour simplifier un petit peu l'écriture, le code et l'écriture de la fonction. Par exemple, fonction somme1, c'est une fonction standard, normale, somme avec nom, avec les paramètres, avec un routeur. Ça marche? Donc, si on va transformer la somme 1
en somme 2 pour une fonction fléchée. Donc, on a créé une constante qui s'appelle somme 2 égale. On ne fait pas ni somme, ni fonction, ni tchéhaja. On met directement les parenthèses. Ça marche. Les paramètres, flèche, valeur des routeurs. C'est bon? Donc, deux parenthèses, les paramètres, une flèche, param 1 plus param 2. C'est le routeur. Même routeur, on ne mentionne pas le mot routeur. C'est juste pour réduire un petit peu l'écriture, pour faciliter l'écriture. Donc, somme 2, c'est équivalent que somme 1. On n'a changé que le nom d'elle. On a créé une variable égale entre parenthèses, les paramètres flèche, paramètre 1 plus paramètre 2. C'est une fonction avec deux paramètres et qui va retourner paramètre 1 plus paramètre 2. Ça marche? La deuxième écriture, supposons qu'on veut créer une fonction, une seule ligne. La première écriture. Deuxième écriture. Donc, on a flèche, entre, il y a plusieurs lignes, on a des parenthèses, on met param 1 plus param 2 sans mettre les routeurs. Si on met les parenthèses égale routeur. Si on met les parenthèses, ça veut dire que c'est le contenu du routeur. Ça marche sur différentes lignes. Je fais de l'autre côté. Pour la fonction somme 4, c'est une fonction normale. Pour la fonction 5, c'est une fonction fléchée. On a gardé la même chose, les parenthèses, la flèche. Et là, si vous remarquez, au lieu des parenthèses, on a mis des accolades. Ça veut dire les accolades. Ça veut dire dans cette fonction, on n'a pas que le routeur. Nous avons d'autres instructions après le routeur. Les accolades, ça veut dire on attend des instructions comme console.log. On est obligé d'ajouter le mot-clé routeur pour faire la différence entre les instructions et le routeur. On a le routeur entre parenthèses, sont optionnels. On peut mettre routeur paramètre 1 plus paramètre directement, comme on peut mettre routeur avec deux parenthèses. Ça fait. Bien sûr, l'écriture elle est un petit peu différente, un petit peu difficile, mais j'aimerais bien de répéter bien la partie, de pratiquer surtout cette dernière partie des fonctions pour que vous puissiez s'adapter ou se familiariser avec l'écriture. Ça marche? Surtout les fonctions anonymes ou les fonctions flèches. On a une petite explication. Bien sûr, je partage avec vous le cours. Et bien sûr, vous avez déjà l'accès, bien sûr, à la plateforme Ismadj. Voilà, on va s'arrêter à la partie. Donc, c'était prévu de deux parties de la séance. Donc, la première partie, elle est aussi longue. Donc, j'aimerais pour les gens, j'ai partagé avec vous un lien pour un test du niveau de JavaScript. Alors, j'ai déjà, je pense, partagé le groupe. J'aimerais bien que maintenant, ça sera clôture. Je vous donne 5 minutes pour terminer, les réponses. Et puis, vous cliquez sur enregistrer ou bien sur se mettre pour que vous puissiez avoir les résultats dès le test. Ça marche? Bien sûr, le test n'est pas noté, juste pour savoir le niveau d'Elco. Ça marche? Très bien. Donc, je pense, donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Alors, en tous les cas, avant de poser la question, je vais partager la première partie avec un TP. J'aimerais un TP qui sera rendu bien sûr chez vous avant la séance, avant le vendredi prochain. Ça marche? Alors, Inch'Allah, le soir ou le demain matin, je vais partager et le cours et le TP. C'est un simple TP JavaScript. Ou bien sûr, les TP seront notés. Ça marche? Bien sûr, il y a une petite note qui ça va, Inch'Allah, rajouter la note finale pour compléter la note d'Elcom. Très bien. Ça exprime aussi le sérieux d'Elcom durant le. C'est pas grave d'assister selon les contraintes, mais le fait de répondre à les TP, c'est très important. Ça marche? Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours, la première partie? Est-ce que c'est déjà vu par vous ou là, vous avez, durant cette séance, acquérir de nouvelles compétences, nouvelles informations؟ تعرف كون جاوبوا قولوا شنو تعلمتوا شي حاجه جديده
vous avez déjà, on a fait qu'un petit rappel de mémoire, ou bien durant le rappel mémoire, vous avez donc vous avez acquis d'autres compétences, d'autres informations. Donc les gens à distance comme les gens en fait en présentiel. Donc c'est bon. Donc des retours. J'aimerais bien qu'on ait un retour positif par rapport à de la séance. Inch'Allah, sera la même chose pour les prochaines en fait, séances avec le Vue.js, dont on va travailler avec l'approche projet. Donc, au lieu d'avoir beaucoup de théorie comme aujourd'hui, on va voir un peu de théorie et puis le cours sera comme un projet à réaliser. Ça marche? Donc, le plus important, de bien pratiquer. Donc, c'est quoi? Donc, le but, à chaque séance, vous ramenez avec vous les machines. Ça fait? J'ai voulu en fait une fiche de présence, mais j'aimerais bien noter ce qu'on appelle en fait la présence. Je ne sais pas est-ce que c'est demandé ou pas pour les gens de le jour. Je note au cas où ils demandent en fait la liste présente. Ça marche. Donc, je rappelle toujours la présence. Donc, c'est pas obligatoire, mais je recommande les gens qui habitent à Rabat et Mara, sont proches. Ce sera mieux d'assister parce qu'on va voir beaucoup de trucs ensemble en direct si vous avez des questions, si vous avez des trucs comme ça. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, des propositions, des remarques, mettez le nom, le prénom. Donc, y a-t-il un responsable de la classe ou bien c'est juste pour partager les informations avec vous? C'est qui le responsable? Ok. J'aimerais bien avoir, pourquoi pas, le numéro de téléphone Diallo et l'adresse email. Ça marche? Ça sera mieux de partager avec moi avec. Ça fait, tu m'envoies la liste des emails quand même. Et parfois, il y a des séances qui vont être à 100% à distance. Ça marche? Surtout que la semaine de l'Eid, on a un cours sur Rabat. Donc, l'Eid, quand je pense lundi ou la mardi, c'est ça. Donc, avec le vendredi de la semaine de l'Eid, la plupart m'ont reconnu. Donc, au moins, avec la semaine, on va à distance quand même. Ça fait? Je vais voir avec l'administration la possibilité. Sinon, le reste des séances, je serai présent dans la classe. Ou bien sûr, à chaque fois, la classe sera changée selon la disponibilité de la classe. Ce n'est pas toujours qu'on va se retrouver faire de la classe. صافي شوف انا غير صيفط لك كلشي باغ ايميل ça marche دونك انا صيفط لك عندك الايميل ديالي صيفط لي نو لو برينون لادريس ايميل ديالو التليفون ديالو en même temps il عندك البلاي en fait الميلين ليست ديال لا كلاس صافي ميرسي بوكو غير رابيدمون انا بوغ هاد لا سيونس هضرت بزاف لا بروشين سيونس خصكم تهضروا بزاف صافي on va pratiquer beaucoup inchallah en même temps غيكونوا beaucoup d'interactions. Donc, pour les personnes à distance, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Voilà. Wa alaykoum salam. C'est qui? Oui, c'est Alaoui. Très, très bien. Oui, oui, c'est bien noté. Comme j'ai déjà mentionné, la présence n'est pas obligatoire. Mais là, je recommande les personnes sur Rabat d'assister, Rabat Salé Temara, d'assister pour que bien suivre le cours. Voilà, vous notez le nom. Donc, on a une question pour la partie Doom. C'est déjà fait. Ça. Oui.
Pardon? Non, En tous les cas, il y a beaucoup de possibles de choix. Mais pour information, Anna, je vais clôturer le test d'ici 5 minutes. Ça marche? Donc, je vais clôturer.